Vous écoutez le podcast de Présence PACA Corse sur l'accompagnement des entreprises dans la prévention et la santé au travail. Une série pour comprendre comment les services de prévention et de santé au travail aident les entreprises et leurs salariés à mieux prévenir les risques professionnels et à améliorer les conditions de travail. Vous découvrirez les multiples bénéfices d'une meilleure prévention en santé au travail pour votre entreprise. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous allons chez Richel Group, fabricant de serres agricoles, discuter de la mise en place d'une évaluation des risques de troubles musculo-squelettiques, TMS. En effet, le coordinateur d'hygiène sécurité environnement, HSE, de Richel, a sollicité son service de prévention et de santé au travail Expertise pour participer à l'évaluation du risque de TMS dans l'atelier. Richel Group et Expertise ont donc décidé ensemble d'utiliser une méthode de l'INRS pour cette évaluation en se focalisant sur 5 postes définis comme les postes à prioriser lors d'une analyse approfondie. Cette discussion à 3 voix vous permettra de comprendre les enjeux et la démarche de l'entreprise, ainsi que du service de prévention et de santé au travail, que l'on appelait autrefois la médecine du travail. Voilà, bonjour, je suis le docteur Makoviak, donc médecin du travail. Bonjour, Annabelle Goetz, donc infirmière en santé au travail. Et ça fait depuis un peu plus de 6 mois maintenant que je suis un jour par semaine sur site à Richel, dans l'entreprise, en intra. Bonjour, Arnaud Nicoli, coordinateur HSE au sein du groupe Richel. Dès le départ et dès les premières visites médicales, il est paru assez évident qu'il y avait des problématiques de troubles musculo-squelettiques avec notamment des atteintes au niveau des épaules et du dos. On est dans un secteur de production avec des contraintes de posture, de manutention, de gestes plus ou moins répétitifs. Et c'était assez logique de voir apparaître ce type de pathologie. Mais pour autant, ça reste problématique parce que ça génère souvent des séquelles et des nécessités d'adaptation de postes qui sont souvent difficiles à mettre en œuvre parce que on a assez peu de postes pour reclasser les agents dans l'entreprise. On reste quand même dans un atelier de production où les aménagements sont difficiles. Donc il a été assez vite discuté avec l'entreprise Richel et notamment avec Arnaud de la possibilité d'approfondir l'étude des conditions de travail et de rechercher des solutions d'amélioration de façon à réduire un petit peu les contraintes physiques pour éviter la survenue de ces pathologies. Ça a été bien entendu, ça a fait l'objet de discussions à l'occasion de réunions de CSSCT et l'entreprise Richel a vite rebondi sur cette demande-là pour essayer de rechercher des solutions, d'être acteur et de nous associer le service de santé au travail dans la recherche de solutions. Nous avions un ergonome en intra que nous avons sollicité pour réfléchir à la mise en œuvre de la démarche. Du coup, avec l'ergonome, nous sommes basés sur la méthodologie de l'INRS pour faire cette étude de TMS. Cette méthodologie se fait en plusieurs étapes. Il y a une étape assez préparatoire, une étape où c'est plus de l'observation sur le terrain et une étape de recherche de solutions et une dernière étape qui est transverse pour s'assurer de la qualité, que ça réponde aux attentes. Avec l'ergonome, Monsieur Nicoli, on s'est réunis pour faire la première étape préparatoire et choisir les postes. On est parti de la méthodologie de l'INRS et de notre document unique, parce que comme l'a dit le docteur Makoviak, en fait, on souhaitait aller plus loin que le document unique, qui est très macro en fait sur certains items, même si je trouve que le nôtre il est assez détaillé sur les sujets de manutention. Il nous fallait quelque chose de spécifique. Donc cette méthode-là, elle nous a permis de nous recentrer, de prioriser sur un certain nombre de situations de travail. Le plus dur, en fait, ça a été vraiment de se poser la question, quels sont les postes qu'on va intégrer dans cette analyse pour pas avoir trop de postes et que l'analyse soit trop conséquente et qu'on n'y arrive pas à bout, mais pas qu'il y en ait trop peu et trop peu d'actions. Donc on a priorisé, on est arrivé sur 5 postes de travail un peu clés. Il y a des questions assez simples que la méthodologie INRS propose qu'on se pose. On a dû quand même affiner certains paramètres pour vraiment avoir 5 postes. Ces 5 postes-là, on les a validés ensemble en étudiant la possibilité peut-être d'en retirer un ou d'en rajouter un. On est resté à un nombre de 5. Et après, il y a eu une phase un peu de diagnostic. On est guidé par la méthodologie de l'INRS avec des grilles assez simples qui sont basées sur des indicateurs en fait par rapport à la charge physique, par rapport au dimensionnement, aux caractéristiques temporelles, à l'organisation. Et une fois qu'on fait cette première étape, ça permet déjà de vérifier que notre priorisation elle a été bien faite, qu'on est sur quelque chose de cohérent.
qu'il y a quelque chose qui va pas, en fait, qu'on pourrait améliorer. Et on passe après sur une analyse un peu plus approfondie, avec beaucoup plus de terrain, des questions posées aux opérateurs. Il y a aussi des éléments subjectifs qu'on récupère de leur part. C'est du ressenti vraiment qu'on vient récupérer, en plus de données factuelles. Le but après, c'est un peu d'arbitrer les cotations, de voir qu'est-ce qui en ressort. Est-ce qu'on est, c'est assez simple, plutôt dans le vert, plutôt dans le jaune, plutôt dans le rouge, et de prioriser sur quels indicateurs on veut jouer pour dégager derrière des pistes d'action. Et actuellement c'est la phase dans laquelle on est aujourd'hui, c'est recherche de pistes d'action. Donc on n'a pas encore vu, on va dire, tous les responsables de ces secteurs-là. Certains oui, on leur a proposé des actions, ils nous ont proposé d'autres. Le but c'était de répondre un petit peu aux besoins initial, et on va continuer cette étape-là encore un petit moment, au moins 3-4 postes, pour ensuite vraiment avoir une idée en fait des actions qu'on va pouvoir mener et du degré de réalisation qu'on peut attendre dans l'année. Je vais vous donner 2 exemples de choses qu'on a faites ou qui sont en train d'être réalisées par rapport au point qu'on a fait. On a un poste qui s'occupe de la ligne à tubes, donc c'est notre ligne de fabrication qui permet de fabriquer nos tubes. Sur ce poste-là, on a un ensemble d'opérations manuelles de manutention, et l'idée aujourd'hui qu'on a, c'est faire venir des fournisseurs pour trouver un équipement de travail qui permettrait de manutentionner tout de manière simple et mécanique par les opérateurs. Aujourd'hui, ils doivent prendre certains éléments au pont, donc un pont de levage, d'autres éléments à la main, ils sont obligés de monter en hauteur. Et là, l'idée qu'on a, c'est que ce type de solution, elle permettrait de tuer beaucoup de problématiques qu'on a dans ce secteur-là. Un autre exemple similaire, ça serait des protections pour les poignets, sur des postes où en fait il y a de l'effort, sur lequel on ne sait plus trop les accompagner au-delà de ce qu'on a déjà mis en place mécaniquement et de manière automatique. Du coup, on part sur des systèmes pour limiter les efforts dans le poignet. Comment arrivez-vous à cette conclusion avec votre analyse ? Du coup, en fait, dans l'étape de l'analyse fine, il y a vraiment des questions assez détaillées sur un peu globalement donc le dimensionnement, des choses comme ça. Et effectivement, après, il focus sur est-ce que c'est plutôt du port de charge, est-ce que c'est plutôt des gestes répétés. En fait, cette grille d'analyse, plus le fait d'être allé auprès des opérateurs directement sur site, les voir travailler, qui a permis d'identifier les difficultés, que ça soit du port de charge ou la localisation, etc. Après, effectivement, nous, en tant que médecine du travail, on a aussi ce regard où on connaît les dossiers et on peut identifier des pathologies, mais c'est vrai que là, on est resté vraiment sur l'observable, en fait. On est vraiment parti de données qu'on a croisées, entre les données de l'accidentologie, les données issues des demandes de maladies professionnelles, des visites médicales, mais aussi effectivement l'approche au plus près des opérateurs avec des questionnements. Et comme on le disait tout à l'heure, on a vraiment interrogé leurs ressentis, les plaintes fonctionnelles qu'ils pouvaient exprimer à leur poste de travail pour aller rechercher vraiment les problématiques. Je pense que l'intérêt majeur de cette approche, c'est qu'elle est participative, qu'elle est pluridisciplinaire et que dans la boucle, il y a à la fois vraiment les acteurs de la prévention, de la santé au travail, mais aussi les opérateurs eux-mêmes, les responsables de production, les ingénieurs aussi, qui ensuite sont mis à contribution pour la recherche de solutions. L'entreprise est déjà très bien équipée en termes d'aide au levage, de mécanisation de la manutention. Pour autant, on s'est rendu compte que c'était pas suffisant et qu'il fallait vraiment rechercher des solutions très très pointues, très fines pour essayer d'améliorer ces conditions et de limiter un petit peu la sinistralité de ces postes de travail. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette démarche en tant qu'entreprise ? La démarche, elle permet quand même d'améliorer les conditions de travail. Qui dit améliorer les conditions de travail, c'est du bien-être des salariés, moins d'absentéisme, moins d'arrêt de travail. Il y a des accidents, moins de risques vis-à-vis d'un salarié qui se blesserait au travail. Donc c'est déjà dans une démarche un peu vertueuse en fait de prendre soin de ses salariés. Après certes ça nécessitera des investissements, mais comme toute prévention en fait c'est un investissement qui va permettre d'économiser sur potentiellement des coûts qui seraient liés à l'absentéisme ou à des arrêts de travail ou à l'accidentologie de manière générale. Il y avait aussi une démarche d'aller plus loin que le document unique. Alors comme je disais, le document unique c'est une obligation réglementaire. On peut lire entre les lignes que des évaluations spécifiques comme le risque chimique, la manutention, ça en fait partie intégrante. Et du coup, ça fait partie aussi des obligations légales. Simplement, aujourd'hui, on a choisi cette méthodologie-là parce que c'est proposé par l'INRS. C'est un petit peu un référentiel sur ce genre de thématique.
Alors ça a vraiment fait l'objet de discussions. Je pense qu'à la base, effectivement, on a fait remonter donc à l'issue des visites médicales des problématiques et des contraintes du coup d'aménagement de poste qui étaient prescrits. Il y avait un certain nombre de salariés qui avaient des restrictions d'aptitude et du coup, là, l'entreprise devient en charge d'aménager le poste de travail, ce qui peut générer des contraintes fortes puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre de postes sont difficilement aménageables. Donc, à partir de là, ça a vraiment généré une discussion. On n'est pas arrivé tout de suite à cette démarche-là. Au départ, on avait envisagé de faire une démarche plus globale, de questionnaire individuel pour évaluer vraiment et établir un diagnostic global des problématiques TMS dans l'entreprise. Et puis, petit à petit, la réflexion s'est affinée au fil des discussions et on s'est mis d'accord un petit peu sur cette approche-là. Ça s'est réalisé à peu près en fait à la période où on a justement révisé le document unique. Le constat qu'on a fait avec la médecin, c'est que cette partie-là, on devait aller plus dans le détail. Donc dans la continuité entre ça et ce qui était remonté auprès de la médecine, je pense depuis le changement de prestataire, ça a permis d'avoir toutes ces infos à peu près de manière simultanée. Et ça me permettait d'avoir une vision d'ensemble en disant que ce sujet-là, il faut vraiment qu'on aille dans le détail. D'où l'idée d'une recherche d'une méthodologie. Comment a été perçue cette démarche par les collaborateurs et collaboratrices ? Lors de l'étape de l'analyse fine où on a interrogé vraiment les opérateurs, ils étaient vraiment très très contents qu'on s'intéresse à leur poste dans les détails et dans leurs difficultés et qu'on soit là pour chercher des solutions à des problématiques qui pouvaient plus ou moins les gêner dans leur travail en fonction des opérateurs, en fonction de l'ancienneté, en fonction de pathologies sous-jacentes, etc. Ils se sont sentis vraiment valorisés par cette démarche-là, de vraiment prendre en compte leurs paroles et leurs ressentis. Puis on les incite même justement, s'ils ont des idées d'amélioration vis-à-vis du poste, à les proposer de manière à ce qu'on puisse les prendre en compte nous dans ce qu'on a comme piste, parce qu'on ne peut pas être expert sur chacun de ces secteurs-là. Donc on se pose des questions vis-à-vis de ce qu'on observe et on est une équipe assez pluridisciplinaire. Mais du coup, on a besoin quand même des opérateurs qui travaillent, qui sont confrontés à cette situation-là, aux ingénieurs process ou méthodes qui vont définir un petit peu le cadre, et puis aux chefs d'équipe, à l'encadrement pour la connaissance un petit peu du secteur. Combien de temps ça prend de lancer une telle démarche ? En termes de temps passé sur le projet, on l'a commencé vraiment en octobre. Je dirais qu'on a à peu près une vingtaine d'heures, soit de réunions qui intègrent de la partie terrain. Moi, je dirais on a à peu près une vingtaine d'heures et on n'a pas encore toutes les idées claires. Mais j'estime que à 30 heures maximum, on aura déjà pu mettre en place des actions ou valider ce qu'on va mettre en place. Après, ce sera plus du mode PDCA, de l'amélioration continue. Moi, comme je suis depuis que seulement septembre en infirmière en intra, cette démarche-là aussi a permis de faire connaître le fait qu'il y ait une infirmière une fois par semaine dans l'entreprise qui me reconnaisse physiquement, qui puisse se sentir libre aussi d'aller venir me voir quand je suis sur place. Donc c'est vrai que ça a permis aussi de m'intégrer dans l'entreprise, en tout cas que d'être un visage connu et d'être une personne sollicitable en cas de besoin. Et c'est vrai que c'est important aussi en tant que service en santé au travail qu'on voit les gens aussi sur leur lieu de travail. Comme ça permet qu'ils pensent à nous s'il y a une difficulté, qu'ils puissent se saisir de ce qu'on peut apporter. Pour la suite, du coup, il nous reste à peu près, en gros, trois séances qu'on organise au sein du groupe. On va discuter du coup des 4 autres postes et proposer en fait les actions qu'on a définies, voir si ça convient, si ça convient pas, qu'est-ce qu'on pourrait modifier, est-ce qu'il y a de nouvelles idées côté process pour modifier, arriver à une solution qui serait aussi convenable et qui permettrait de jouer aussi sur les mêmes indicateurs. Ensuite, on aura l'ensemble des actions. Le but, c'est de voir s'il y a des actions pour les lancer, plan d'action, date, pilote, budget potentiellement. C'est pour ça qu'il y a certaines choses qu'on a commencé à acter assez rapidement. Et puis après, on rentre dans de l'amélioration continue. Donc le but, c'est de faire une passe sur le suivi des actions. Et puis potentiellement, l'année prochaine, de se poser la question, est-ce qu'on intègre de nouveaux postes ? Est-ce que ce qu'on a amené sur les postes existants, est-ce que ça a amené ses fruits ? Et peut-être mesurer un petit peu l'efficacité auprès des opérateurs qui sont confrontés. Si vous aussi vous rencontrez des problématiques de risque professionnel et de santé au travail dans votre entreprise, pensez à solliciter votre service de prévention et de santé au travail. Car ce n'est pas qu'une histoire de visite médicale.
des professionnels de santé et des experts en prévention accompagnent les entreprises pour que les salariés et leurs dirigeants restent en bonne santé et travaillent dans les meilleures conditions. Un chef qui va bien, des salariés qui vont bien, c'est une entreprise qui va bien.